deuxième partie d'émission, on est toujours en direct et on poursuit avec une thématique connectée. Vous en avez marre d'être espionné sur le web. Connaissez-vous le Darknet? Alors il désigne la partie invisible d'Internet à laquelle on ne peut accéder par les moteurs de recherche classiques. L'Internet que nous utilisons ne serait que la surface d'un océan sombre et dangereux. Alors avant d'envisager de s'y aventurer, on a demandé des explications de notre expert Eric Ferrard. Il est en charge de l'aménagement numérique à la collectivité de Corse pour comprendre ce qu'il se passe dans les abysses du web. N'hésitez pas à réagir, à nous appeler au numéro de téléphone qui va s'afficher ou alors à nous écrire sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait, le post est là, réagissez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on ne va pas s'en servir contre vous. Bonjour Eric et bienvenue. Bonjour. Alors ça nous fait rire, on sourit, mais c'est pas très drôle. Il n'y a pas tant de raisons de sourire que ça. Alors les internautes lambda, comme vous et moi, en tout cas Faustine, peut-être pas vous Eric, ne surfent que sur 5% de la toile aujourd'hui. Chaque recherche qui sera effectuée sera minutieusement répertoriée et dans les 95% restants, il en est autrement. Cet espace, on va l'appeler le Darknet. On est bien d'accord, et pas le Dark Web. Alors, c'est quoi le Darknet? Comment vous le définiriez, Eric? Bien, en fait, le Darknet, c'est finalement ce que l'on ne retrouve pas indexé dans les moteurs de recherche, donc un certain nombre de sites qui ne sont pas référencés dans les moteurs de recherche et qui font appel à des protocoles qui sortent du cadre des protocoles traditionnels que l'on utilise. Vous savez, vous écrivez une adresse HTTP donc ceux-là sont les protocoles traditionnels. Eh bien, dans le Darknet, on va utiliser d'autres protocoles plus complexes et qui, finalement, ne sont pas référencés dans les moteurs de recherche et qui permettent d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités, notamment deux fonctionnalités particulières que sont l'anonymat et la confidentialité. Donc c'est pas pour cela qu'il faut dire que le Darknet, c'est l'ouverture, si vous voulez, à toutes les déviances, mais pour autant, c'est un espace dans lequel on peut rester anonyme et on peut dialoguer en toute confidentialité. On va essayer de comprendre, justement. Depuis quand ça existe, le Darknet? Bien, les premiers éléments de ce qu'on appelle le Darknet ont commencé à apparaître de façon structurée, dirons-nous, en 99. Vous avez Freenet qui est apparu à ce moment-là, qui est un ensemble d'outils qui permet justement d'accéder à cette partie de l'Internet. Cachée, qui n'a rien à voir avec le Deep Web. Alors, qui n'a rien à voir avec le Deep Web. Donc le web profond. Voilà, qui est ce qu'on appelle le web profond. Le web profond étant une partie de l'Internet qui, elle non plus, n'est pas référencée dans les moteurs de recherche, mais qui est accessible malgré tout par des protocoles traditionnels. Alors que le Darknet fait plutôt appel à des protocoles, notamment de chiffrement, et fait appel à ce qu'on appelle des protocoles point à point, c'est-à-dire que ce sont des protocoles où émetteurs et récepteurs se connaissent a priori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas butiner sur le web dans le Darknet comme on butine aujourd'hui sur le web à travers son moteur de recherche. Jolie formule. Donc, on est dans un environnement beaucoup plus particulier qui, justement, permet, à travers l'anonymat et la confidentialité des échanges, eh bien, de protéger sa vie privée, notamment, mais aussi d'accéder à un monde interlope qui concerne eh bien, des activités illicites. Et alors, ça, il ne faut pas le cacher non plus. Ça reste assez quand même obscur, hein, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le Darknet? Vous allez trouver 4 choses principales. Alors, je vais commencer par celle qui représente la plus faible portion de ce Darknet et qui est la plus médiatisée, c'est-à-dire ce monde interlope, où vous trouvez de tout, des armes, de la drogue, donc des sites qui fournissent des choses illicites. Oui, tout ce qui est illégal. Voilà, de la pédopornographie, des logiciels déviants, tout ça, oui. C'est 4% de ce Dark Web. Ensuite, vous avez une partie de ce Darknet qui concerne la protection économique et industrielle des entreprises, c'est-à-dire des outils de protection qui permettent aux entreprises de protéger
et de faire en sorte que leurs données ne puissent pas être espionnées par des organismes de quelque nature que ce soit ou par de l'espionnage économique. Ça, c'est la deuxième partie. C'est une façon de se protéger. Voilà. Le Darknet sert à protéger ces entreprises-là, de leurs brevets et donc de leur production industrielle. Le troisième élément du Darknet, c'est les lanceurs d'alerte. Donc tout ce qui est les lanceurs d'alerte qui, sous couvert d'anonymat, peuvent alerter ou lancer des mouvements et dénoncer un certain nombre de déviances. Il y a eu le printemps arabe qui s'est servi du Darknet, il y a Snowden qui s'en est servi aussi. Ouais. Donc vous avez donc ce mouvement-là. Et puis le dernier élément du Darknet, c'est vous comme moi, utilisateurs d'Internet, qui souhaitent à un moment donné ne pas être sans arrêt espionner au niveau de ces échanges et qui souhaite à un moment donné assurer un minimum de confidentialité à sa navigation sur le net. Alors comment ça fonctionne pour les utilisateurs lambda? Comment est-ce qu'on peut aller sur le Darknet? Le moyen, alors le plus... Enfin, il y a un moyen très facile aujourd'hui d'aller sur le Darknet. Alors le Darknet, c'est une multiplicité, donc, comme je vous l'ai dit, d'accès à un certain nombre de ressources et à un certain nombre d'interlocuteurs. Le moyen le plus facile aujourd'hui, orienté accès au site web, s'appelle Tor. C'est un logiciel que vous trouvez. Alors, il n'a pas été fabriqué par des espions, par des hackers russes. Il a été fabriqué par la marine américaine. Donc, c'est un logiciel respectable, entre guillemets. Tor est disponible. Il vous fournit un navigateur qui permet d'anonymiser votre navigation sur le web. Donc, on passe par Google. Enfin, on va le citer. Le plus connu pour le télécharger? Oui, vous passez par votre navigateur favori, vous téléchargez Tor. C'est pas illégal du tout. C'est pas illégal du tout. Et Tor, une fois que vous l'avez chargé, vous avez un navigateur qui vous permet d'anonymiser une chose qui est véhiculée dans toutes vos communications, qui est ce qu'on appelle, vous devez, aujourd'hui, normalement, tout le monde connaît le numéro IP, c'est-à-dire l'adresse qui figure sur votre machine et qui vous désigne et qui est véhiculée dans toutes les communications que vous avez sur Internet. Eh bien, cette adresse, avec Tor, elle est masquée et elle disparaît. Et donc, vous avez une navigation plus autonome et plus anonymisée et qui donc vous garantit d'éviter les cookies, d'éviter des relances commerciales, d'éviter tous ces désagréments que propose le net aujourd'hui. Alors, c'est pas parce qu'on a des choses à se reprocher forcément qu'on ne souhaite pas que nos données soient collectées à des vues commerciales. On est bien d'accord. En revanche, est-ce que l'utilisation du dark web est illégale? Non. L'utilisation du dark web est illégale pour les parties que je vous ai citées, en dehors de la partie qui est la plus médiatisée, mais qui existe aussi, qui est cette partie de monde un peu trouble qui gravite autour du Darknet, parce que ces gens-là, bien évidemment, ont besoin de confidentialité et d'anonymat pour faire leurs échanges. Et donc, ce monde interlope, si vous l'évitez, vous pouvez parfaitement l'éviter et avoir l'usage du Darknet simplement pour protéger votre vie privée. Il est quand même assez étonnant de banaliser le fait qu'aujourd'hui, Google, par exemple, puisse lire vos mails, alors que si on le faisait dans votre courrier qui arriverait dans votre boîte aux lettres, ça serait le plus grand scandale du monde. Donc là, on est face à une espèce de contradiction où on voit que cette cybersurveillance est en train de prendre le dessus sur les libertés individuelles. Alors, on me soufflait une question. Est-ce que on a la garantie que Tor, finalement, ne va pas collecter nos données comme le font les autres? Non, Tor ne collectera pas vos données. Par contre, Tor ne vous garantit pas le fait que vos échanges soient complètement confidentiels et protégés. Vous n'avez plus aujourd'hui de protection sur Internet à partir du moment où vous êtes, entre guillemets, dans le collimateur. C'est-à-dire que... On a une réaction sur Internet de quelqu'un qui nous demande s'il existe d'autres logiciels. Ah oui, oui. Alors, est-ce qu'ils valent le coup il en existe... il existe I2P,
qui est encore un logiciel qui est en train de se développer fortement, qui offre une palette d'outils, donc, qui vous permet de vous anonymiser et en même temps de chiffrer vos données. Vous avez aussi Freenet, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est aussi une palette, qui offre aussi une palette d'outils. Et puis il y en a tout un tas. Vous entendez dans la presse beaucoup parler de Telegram, qui est un outil de messagerie instantanée qui est utilisé par notamment les djihadistes pour crypter leur communication. Mais tous ces outils, vous avez toute une palette d'outils qui permettent d'accéder à ce darknet. Alors, pour les utilisateurs lambda, une fois de plus, qui utilisent finalement 5% du web, ceux-là sont forcément espionnés à chaque fois qu'ils se connectent et qu'ils font une recherche sur Internet? Aujourd'hui, avec les plateformes, le dernier scandale de Cambridge Analytica vient de le démontrer pour Facebook. Oui. Avec les plateformes Google, Facebook et les plateformes fermées, Microsoft, Apple, vous êtes aujourd'hui sûr que vos données sont destinées à des usages que vous ne maîtriserez pas. Voilà, alors, ça c'est certain. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà en être sûr. Et c'est pour ça que je ne le disais pas il y a une année de ça peut-être, mais il va falloir dégooglifier notre vision de l'Internet. Qui, à un moment donné, pouvait être une vision que nous pensions, comment dirais-je, assez respectueuse de la vie privée. Aujourd'hui, il faut remettre en question toutes ces appréciations de ces grandes plateformes sur Internet. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le dark web serait une solution, en tout cas, à cette collecte systématique de nos données personnelles ? C'est le chiffrement, et j'y crois fondamentalement, le chiffrement est un outil de préservation de la liberté individuelle et de vos données personnelles. Il faudra mettre en œuvre des processus de chiffrement de nos données parce qu'aujourd'hui, cette propension à faire usage de nos données personnelles devient vraiment une atteinte à la vie privée individuelle. Même en s'astreignant à une discipline logique sur les 5% du web, je vais dire la face émergée de l'iceberg. La discipline, vous pouvez l'avoir, mais l'Internet devenant de plus en plus centralisé, quand vous êtes conduit à ouvrir un compte sur Google, quand vous êtes conduit à utiliser un téléphone Android, eh bien vous savez d'ores et déjà que vous avez potentiellement des données qui vont aller enrichir des grandes firmes qui en feront un usage dont vous ne connaissez pas forcément la finalité. On vous remercie infiniment, Eric, d'être venu nous parler de ce dark web. On va réfléchir un petit peu à la façon de préserver nos libertés individuelles parce que ça fait peur. Allez, demain, à votre place, on parlera vraiment d'autre chose. On va parler du coaching pour les enfants précoces. Vraiment un sujet très, très intéressant qu'on développera demain. D'ici là, excellente fin de journée à tous. Ciao. Voilà.